Parmi ces organisations qui luttent pour freiner le phénomène de la drogue, nous avons le centre Kaotri. Le centre Kaotri est situé à Port-Boué, précisément à 12 km de Gonzague-Ville. C'est un petit village qui reçoit un peu plus d'une cinquantaine d'ex-toxicomanes venus chercher la guérison. Dans ce centre, la spécialité, c'est d'amener ces jeunes ex-toxicomanes à sortir de leur addiction à travers l'évangile, à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous faire écouter un témoignage d'un jeune homme qui a connu la drogue pendant 20 ans. Diallo Moussa, bonjour. Bonjour, merci. Alors vous avez une longue histoire avec la drogue qui date de plus de 20 ans. Vous allez nous raconter cette histoire. Comment c'est parti? Comment est-ce que vous avez eu votre premier contact avec la drogue? La première fois que j'ai touché à la drogue, c'était à Yamoussoukro. J'avais un ami qui fumait ça. En ce moment aussi, j'étais dans la rue. Déjà, dans la rue, on dormait à la gare routière de Yamoussoukro. Et puis, on faisait tout ensemble. Et c'est dans ça qu'avec cet ami-là, on allait et on nous a attrapés. Et on est parti en prison. La prison de Toumoudi. On est parti là-bas comme mineur. Et quand on est arrivé là-bas, on a fait 5 mois de prisonnement ferme. C'était dans les années 93. Et c'est là ma grand-sœur est partie me chercher, elle m'a envoyé à Abidjan. Après avoir consommé précisément le cannabis pendant plus de 6 ans, vous passez à un autre cap, l'héroïne. Comment ça s'est fait? Un jour, je m'en vais payer le cannabis dans un garage. On vendait ça dans un garage. Et je croise un jeune gagnant. C'est ce jeune gagnant-là qui m'a dit que il le vendait, le cannabis n'est pas là, mais moi j'ai une boule. Il dit on va consommer ça ensemble. Or, en réalité, quand il rappait, ce n'était pas le cannabis simple. Il y avait la drogue dure dedans. Il y avait l'héroïne dedans. Et puis, il a allumé, il m'a donné. Moi, j'ai tiré 2 tafs, je lui ai donné. Mais tout de suite, quand on a fini de fumer, j'ai senti encore une autre chose dans mon corps qui est différente du cannabis. C'est là que je dis, mais c'est quoi on vient de fumer tout de suite là? Moi, de toute façon, là, ça me met en l'aise. Hein. C'est là qu'il va me dire non. Il dit, c'est l'héroïne que tu viens de fumer. Il dit, mais c'est comme ça, c'est intéressant. Il dit, oui. Et mon corps a commencé à réclamer ça. Quand je me réveille le matin, je sens les douleurs dans mes couvertures, tout me fait mal. J'ai la nausée, je ne peux pas manger. C'est là que je m'en vais auprès de lui. Mais j'ai remarqué que quand il me donne, une fois qu'il était au moins 2 à 3 tafs, je deviens normal. Et vous avez commencé à fréquenter les fumoirs. Une fois que tu es rentré dedans et que tu es allé dans les profondeurs déjà, ce n'est pas facile que tu sois de la drogue. Parce que, figure-toi qu'on vient devant le ghetto, on vient trouver que quelqu'un est mort, il est couché là. Et nous tous, nous savons que c'est la drogue qui l'a tué. On le regarde comme ça. On a 2 minutes de tristesse, 2 minutes seulement de tristesse. Une fois qu'on a fini, on saute le corps, on rentre dans le ghetto, on s'en va fumer. Tu sais, je dormais où? Je dormais devant le ghetto. Je me couvrais avec un chassé noir. Il y en a qui dorment en bas des ponts. Le pont d'Animambo, en bas, voilà l'eau, voilà le pont. C'est l'aide dortoir qui est là. Il est obligé de dormir là. Voici le fumoir à côté. Quand il se réveille le matin, il s'en va chercher l'argent, il vient dans le fumoir. Comment, justement, ces fumoirs-là que vous fréquentiez sont organisés? Il y a des gens qui ont pris des maisons, des habitations louées dans la main des propriétaires, et puis transformées en fumoir. Et dans le fumoir, il y a ce qu'on appelle des vendeurs qui sont dans le fumoir. Il y a toujours quelqu'un qui protège, qui garde la porte. Et quand vous arrivez, et la personne où vous rentrez, si c'est ton client qui te connaît, vous rentrez, ou bien soit, même si tu ne te connais pas, et qu'il faut que quelqu'un témoigne que tu filmes, qu'il te connaisse. Là, vous rentrez dans le fumoir. Il suffit seulement d'avoir l'argent. Sinon, ils sont là, ils sont en place. Tu viens payer ce que tu veux, tu filmes, puis tu sors. Il y a les attachements de 1000 francs, il y a les attachements de 2000, et puis il y a 5000. 5000, ça, ce sont des cailloux. Quand vous rentrez dans le fumoir, il y a les tables qui sont déposées. Il y a même, on appelle le VIP, comme dans les bois de nuit. Il y a les fonctionnaires qui viennent garer des voitures. Ils ne peuvent pas s'asseoir si même banque que moi pour fumer. Ils viennent quand ils allaient à Bima, tu sais que ça, ce ne sont pas tes camarades. Et ils rentrent et ils vont dans le VIP. Ils s'asseyent là-bas, il y a une table en vitre devant eux. Ils font les plans eux-mêmes. Et nous, il y a des tables devant nous. On s'assied 4-4. 2 ici, 2 ici. 2 ici, 2 ici, il y a les bancs. Même chose comme restaurant. Et puis il y a les boîtes qu'on dépose, les petits seaux. Parce que quand tu fumes beaucoup, tu craches. On appelle ça des crachoirs. C'est dans ça qu'on crache. Si tu dis dans le ghetto, c'est en fonction de ton argent. Si tu es venu avec beaucoup d'argent, c'est là que tu vas durer dans le ghetto. Si on est dans le ghetto, dès que tu as fini de consommer, on te met au dehors. Même si tu as consommé 1 million,
Là-bas, c'est basé sur l'intérêt. Et puis quand vous voyez les pertes qui se font dans les quartiers, dans les alentours, là, beaucoup de ces choses qui se perdent là, c'est dans le ghetto où vous venez trouver ça. Parce que c'est là-bas qu'on peut convertir en argent. Tout ce que tu vois, que ça ressemble à quelque chose qu'on peut vendre, puis à l'argent dedans là. Au lieu d'aller vendre, non. C'est en même temps. Parce que le dealer, lui, il est transformé en recelé même. Parce que lui, là, le dealer, là, lui, paye tout. J'ai vu des gens venir, ils le montent en or. J'ai vu des gens venir avec des cuillères, des fourchettes en argent blanc, dans panier. Puis ils viennent donner au ghetto pour fumer. J'ai vu des gens venir avec des stocks d'ordinateurs portables. Venir laisser dans le ghetto comme ça. Et le dealer va lui donner l'argent. Même jour, jusqu'à qu'ils vont dire la nuit, il a fini de fumer. Étant dans le fumoir, nous avons vu des corabiers qui viennent prendre ration. Vous parlez donc des rations qui sont données à des policiers dans les différents fumoirs, des corabiers, on va dire. Il s'agit de quoi dans les détails? Une ration, c'est quoi exactement? L'argent, c'est ce qu'on appelle ration. Les prix des carburants, d'autres viennent prendre les prix de nourriture de midi pour aller dans un restaurant. Les différents corps, ils viennent par groupe. Il y a les militaires, il y a les gendarmes, il y a les policiers, des différents policiers, ils viennent pour venir prendre les rations. La ration est là pour eux. Il y a quelqu'un qui est arrêté avec ça. La personne peut se mettre peut-être la journée là au bord du goudron, il a une chaise comme ça, il est assis, soit auprès d'un tablier, il est en train de causer le tablier, mais c'est son travail, il est en train de faire comme ça. Hein. Il a au moins 30 à 40 mètres ou 50 mètres du ghetto. Il a au moins quelque chose de 100 000 sur lui. Ces 100 000 là, c'est pour les rations. Il y en a qui prennent 12 000, il y en a qui prennent 10 000, il y en a qui prennent 5 000. Ça dépend des corps qui vont venir. Ça, c'est par jour. Vous qui avez fréquenté donc, ces lieux, est-ce qu'on peut avoir une idée de la tranche d'âge de ces personnes qui visitent ces différents endroits? Tu trouves 11 ans, il y a les filles de 12 ans, 14 ans qui venaient au ghetto pour venir faire les plans. Le ghetto ne va pas te chasser parce que tu es mineur. Le ghetto ne va jamais te chasser. Le ghetto a besoin seulement de ton argent. Si tu as vu que le ghetto a chassé quelqu'un, il n'a qu'à quitter là. C'est que le ghetto a soupçonné que la personne, c'est un indice de la police, ils viennent pour espionner. Le ghetto, c'est l'enfer. Le ghetto ne considère personne là-bas. Le ghetto, il n'y a pas de valeur si ce n'est pas la drogue. Si tu es tombé dans un temps de coma, on t'a tapé, tu t'es retrouvé un peu, on va te mettre au dehors. Et le dealer va dire aux gens, il n'a qu'à t'envoyer un peu devant, t'éloigner du ghetto, on te dépose là-bas. Si tu es revenu à la vie, c'est que Dieu est toi. Les microbes que vous voyez dans la rue, c'est à cause de la drogue. C'est la drogue qui fait que tu vois ces personnes-là. Parce qu'il faut gagner de l'argent pour fumer. Figure-toi que j'ai agressé dans mon quartier, mon propre quartier, j'ai agressé. Je te courage et regarde seulement dans ton esprit qu'il y a l'argent. J'ai vu, je t'ai vu façon tu es habillé là. Que je peux trouver l'argent sur toi, je vais tomber sur toi. Avec machette. Souvent les gens même, il y a la pendule, tout le monde court, je vais prendre avec toi puis je vais partir. Pour aller fumer la drogue. Conséquence, ce n'est pas mon problème. Cela fait 12 ans que vous avez donc arrêté de consommer la drogue. Vous êtes un homme nouveau qui mène un combat nouveau. Comment vous menez ce combat dans le fumoir où vous allez rencontrer ces personnes qui sont toujours dans le piège de la drogue? La majorité des personnes que je crois dans le fumoir, là, beaucoup croient à mon témoignage. Pourquoi? Parce que j'ai fait prison avec plusieurs. J'ai fumé la drogue avec plusieurs. J'ai dormi dans la rue avec plusieurs. Donc quand ils me voient venir devant le ghetto en train de prêcher l'évangile, il y en a qui étaient contents de m'écouter prêcher l'évangile. On me laisse rentrer et puis je prêche l'évangile. Je leur dis que non, il y a un Dieu pour eux. Même si lui-même ne croit pas dans son esprit qu'il peut sortir, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth peut le libérer de ça. Et ton combat porte ses fruits? Mon combat porte le fruit dans le fumoir. Il y a plusieurs jeunes que j'ai rencontrés aujourd'hui qui ont changé de vie. Alors aujourd'hui, tu es un homme nouveau, tu es en Dieu, tu es en Christ, et tu évangélises, tu sensibilises tout le monde, tous ces jeunes-là à sortir de la drogue. Et c'est un combat, comme on peut le constater, que tu mènes avec beaucoup d'amour, beaucoup de foi. Quel est aujourd'hui, au-delà de tout ce témoignage assez poignant que tu viens de faire, quel est le message, pour finir, que tu pourrais donner à tous ces jeunes qui ne connaissent pas encore le caractère nocif de la drogue? Bon, le message que moi je vais donner à la jeunesse d'aujourd'hui, je vais donner à tout le monde, mais précisément à la jeunesse, je vais dire à quelqu'un que pour sortir dans ça, c'est pas facile, c'est vrai. Parce que les gens sont rentrés dans la drogue dans plusieurs manières. Il y en a qui sont rentrés dans la drogue parce qu'ils sont curieux. Il y en a qui sont rentrés dans la drogue parce qu'ils ne savaient même pas. Parce que moi, mon cas, rentré dans la cocaïne, ils ne savaient même pas que c'était cocaïne. On a vu que c'était la mort, mais on ne pouvait pas sortir. Personne ne voulait de nous, personne ne pouvait nous maîtriser. Les parents nous ont conseillés, ils ont dit tout. Quand après avoir fini de nous conseiller, là, on nous retrouve encore dans le fumoir. C'était nos cas.
Il fallait l'intervention de Jésus pour qu'il sorte de là. Donc je veux dire à quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus qui peut faire quelque chose dans ta vie. Même là, peut-être que tu as écouté mon témoignage. Tu n'as pas besoin que tu viennes au centre, mais tu peux rester là où tu es dans ta maison. Une fois que tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus existe et que lui il est venu dans le monde pour libérer les gens dans les œuvres du diable, tu fléchis tes genoux dans ta maison et tu l'appelles et tu vas voir qu'il va te libérer de tous ces fléaux-là.